Un vent léger s'était levé, en effet, et avait porté la voix de Blanche, loin au-delà du jeu, et l'écho des dernières syllabes se répercutait encore sous les arcades. Un instant étonné d'entendre les mots sonner si clairement dans l'air, je tournai sur moi-même sans quitter ma case, et j'observais le jeu. J'étais bien mat. Et Blanche ne m'avait certainement pas demandé de prendre cette place par simple jeu. Je levai les yeux vers le haut fauteuil et demeurai surpris de la gravité de son expression. Elle paraissait toute petite, tellement fragile et vulnérable que je ne pus m'empêcher de penser à une enfant punie qui expirait quelque désobéissance vénielle. Je n'osais rompre le silence, et Blanche restait immobile, le regard fixé sur l'échiquier. Une porte claqua quelque part, et des pas précipités sonnèrent sur les dalles du couloir qui menait au jardin. Puis le bruit décrut jusqu'à cesser. Quelqu'un nous avait-il vus, comme pétrifiés dans le matin vif, elle, prisonnière de ses couleurs, et moi, campé dans les plis de mon étrange vêtement noir? Dans le silence revenu, je parcourus la distance qui me séparait de Blanche et vins m'appuyer sur les marches du promontoire. « Viens, ma reine, il faut partir. » Comme elle semblait ne pas entendre, je m'élevai d'une marche et lui touchai la main. Je percevais en l'accomplissant tout ce que mon geste avait de magique, et combien le jeu suscité par Blanche était devenu réalité en un instant. Elle baissa sur moi des yeux à la pupille démesurée, sombre et brillant, d'où le bleu s'était presque enfui. « Je viens, mon tendre roi. » Elle s'était laissée doucement glisser entre mes bras, et tandis que je la portais à travers les hautes figures de l'échiquier, elle s'est accrochée davantage à moi. Quand nous avons atteint l'extrémité du jardin, elle m'a saisi le visage de ses deux mains et m'a embrassé, longuement. Ahmed nous observait depuis sa guérite, et les boules du chapelet qu'il dévidait machinalement de sa main droite résonnaient sous le porche. Des visages bouffis de sommeil commençaient à apparaître aux fenêtres des balcons, et une foule de bruits familiers vint envahir le jardin. Nous nous sommes éloignés légèrement l'un de l'autre, et, tête contre tête, nous avons jeté un dernier regard à l'échiquier, avant de sortir sur la rue dans un éclat de rire. Un jour, je raconterai notre histoire. Nous étions assis à l'entrée du chai-shop de Kazem, et le soleil, maintenant haut dans le ciel, jetait sur le plateau de thé et sur la natte pâle qui recouvrait le bas-flanc d'argile une lumière éblouissante. Je regardais Blanche, en clignant légèrement des yeux, tandis qu'elle jouait avec les reflets de la porcelaine sur ses mains. « Que racontes-tu? Nous nous connaissons à peine. »« Nous aurons une histoire comme tes amis ?» coupa-t-elle violemment. « Ont-ils une histoire parce qu'elle attend un enfant et qu'il est malheureux? Parce qu'il transpire le désespoir et que pour eux le voyage est fini? Crois-tu que c'est avec ça que se bâtit une histoire? » « Tu es injuste, Blanche, et tu ne les connais pas. Et toi, tu es un idiot, fasciné par le malheur. Tu te crois encore capable d'agir sur ton destin et sur celui des autres? Tu es naïf, et ta naïveté te rend cruel. Toi non plus, tu ne les connais pas. Tu te mets à leur place, croyant les aider ainsi. Mais la vie court, le temps passe.
Et tu finiras par traverser des paysages sans les voir, par rencontrer des humains sans les aimer, parce que tu es trop soucieux de ta propre image. Ce sont les égoïstes et les imbéciles qui s'attachent à faire le bien. Le bien, ce n'est pas ça. Le bien, c'est vivre. Vivre. Blanche, que cherches-tu à me dire depuis ce matin? Tu le sais très bien, mais tu n'as pas le courage de te l'avouer. Échec et mat, mon tendre. Échec. La rumeur montait maintenant de la rue en pente, et parvenant jusqu'à nous, pourtant, nous ne prêtions attention ni aux passants, ni au bruit. Nous étions là, perdus dans un rêve singulier, isolés du reste du monde, comme captifs de la tache de lumière que le soleil découpait sur la natte. Nos mains se touchaient presque, mais nos regards se perdaient dans des directions différentes. Kazem allait et venait devant son échoppe, jetant parfois un œil inquiet sur ces deux immobiles, se demandant s'il allait leur servir à nouveau le thé. Mes pensées couraient encore sur l'échiquier de l'aube. Blanche, doucement, rompit l'enveloppant glacis de silence. Je ne veux pas que tu partes. Je ne veux pas que tu rentres. Pas maintenant. Je sens que le ressort est cassé pour toi aussi. Tu te préoccupes tant du sort des autres. Tu meurs d'envie de revenir sur tes pas. Seulement, il te manque une bonne raison. Quelqu'un à retrouver, un lieu, un amour que tu aurais laissé derrière toi. N'oublie pas que je suis la reine blanche, mon tendre. Je te devine dans tous tes actes, tes hésitations, tes regards. Du bout des doigts, je battais machinalement la mesure sur un air de musique hindoue que diffusait l'antique poste de radio de l'arrière-salle. Tout au long du discours de Blanche, j'avais vu défiler ma vie en épisodes désordonnés, fugitifs, dérisoires. Si je restais muet, c'était d'étonnement et d'incrédulité devant la perspective de ma propre histoire ainsi dévoilée. Pourquoi cette jeune fille que je connaissais si peu s'ingéniait-elle à mettre ma destinée en pièces? Et surtout, comment pouvait-elle voir si juste? Un instant, il me sembla que tout un pan du monde s'écroulait. Celui où j'avais bâti ma légende intime. Lorsque je me ressaisis, Blanche avait bougé et me regardait intensément. « Tu sais, mon tendre, je ne suis pas grand-chose. Enfant, je me dessinais comme une petite feuille en haut d'un grand arbre, perdue, toute seule, sur une branche. À côté, je mettais un oiseau de conte de fées, un oiseau de paradis. Je regardais ensuite le dessin très longtemps, attendant que le miracle se produise. Mais le bel oiseau restait insensible à la détresse de la petite feuille et à son amour. Par la suite, j'ai dessiné des œufs magnifiques, des œufs magiques, destinés à mettre au monde des créatures de rêve. Je n'en ai jamais vu éclore un seul. Tu vois, moi non plus, je ne suis pas parvenu à créer un monde selon mon désir. Mais j'espère encore. Blanche, pourquoi me dis-tu tout cela? Parce que je me souviens de tes paroles. Hier, tu parlais de ta foi. F t'écoutait, avidement, comme s'il allait te dévorer. C, le visage épanoui par la grossesse, semblait dormir et toi, tu parlais.
Tu parlais de cet homme nouveau qui doit venir délivrer les humains de leurs conditions, tu parlais des élus qui doivent être sauvés à la fin des temps, des méfaits de l'Église et de la survivance des traditions. Tu parlais bien, mais moi, je ne t'écoutais pas vraiment. Je te voyais. On sent tout de suite quand on a affaire à un menteur. Il suffit de le regarder sans l'écouter. Quand il ment, le visage d'un homme se veut convaincant, et l'effort se lit sur ses traits. Quand il dit la vérité, l'homme ne fait aucun effort. Tu souffrais hier pour convaincre, mais tu te mentais à toi-même. Peu m'importe si tes paroles proféraient des vérités. Je n'ai vu qu'une seule chose. Ce n'était pas tes vérités. Tu parlais pour te persuader, parce qu'au fond de toi, tu doutes. Tu tournes et retournes les vérités et les mensonges. Tu jongles avec adresse. Mais je ne suis pas très sûr que tu aies la foi. Je crois simplement que tu as du talent. Blanche avait sorti de son sac une petite pochette dont elle retira une boule de hachiche qu'elle brisa en deux. « Tes réticences à fumer, reprit-elle, il y a 3 jours, tu disais que tu étais libéré de l'ivresse, que cela n'apportait rien. Pourtant, tu sortais dès que quelqu'un allumait une cigarette. Tu luttais pour résister, et cela n'était pas très discret. Aujourd'hui, tu fumes avec moi, et tu essaies de me faire croire, de te faire croire que c'est exceptionnel. C'est un mensonge de plus. Tu fumes parce que tu en as envie, parce que c'est bon de faire l'amour après. Mais tu en souffres, comme si tu succombais à une faiblesse. Le monde est beaucoup plus simple que tu ne l'imagines. Elle avait mélangé la poudre verte au tabac d'une Américaine et roulait habilement une grosse cigarette. Les mots et les gestes de ma compagne me fascinaient. « Il n'y a rien à ajouter, prononçai-je enfin. C'est ce qu'on appelle une mise en pièces. Mais il n'y a rien à redire. »